L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale. 13 unités mixtes de recherche, 88 équipes, près de 1300 collaborateurs de 77 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Pour ce nouvel épisode de Tête chercheuse, j'ai rencontré Graça Raposo. Graça Raposo est directrice de recherche au CNRS, chef d'équipe dans l'unité de biologie cellulaire et cancer, et également directrice de l'enseignement au centre de recherche de l'Institut Curie. Ses recherches actuelles portent sur les fonctions de certaines vésicules extracellulaires impliquées dans les maladies pigmentaires et les cancers de la peau. Moi, je me suis intéressée au trafic intracellulaire des les récepteurs aux neurotransmetteurs. Ensuite, je suis passée au système immunitaire, au trafic intracellulaire des molécules du système immunitaire, pour ensuite m'attaquer également aux maladies neurodégénératives et pour maintenant m'attaquer à la pigmentation cellulaire. En fait, ça a été toute une évolution, mais ce n'est pas pour autant que je vais quitter l'immunologie ou les maladies neurodégénératives. C'est vraiment un tout, de comprendre les mécanismes cellulaires et les bases cellulaires de certaines maladies, comme le cancer, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Mais je me suis attaquée aussi aux maladies pigmentaires, parce que ces maladies pigmentaires, bien qu'elles peuvent être bénignes, sont des maladies génétiques qui affectent la pigmentation. Mais comme elles affectent la pigmentation, elles peuvent aussi augmenter la susceptibilité au cancer de la peau, par exemple. Et là, en ce moment, c'est vraiment ça, une des thématiques majoritaires du labo, c'est effectivement de comprendre comment fonctionnent les cellules de la peau, comment elles génèrent le pigment qui nous donne notre couleur, mais qui est aussi hyper important pour la photoprotection contre les rayons UV, mais comment les dérégulations de ces mécanismes cellulaires dans ces cellules peuvent amener à un cancer de la peau. Médaille d'argent du CNRS, prix Descartes Huygens, prix de l'Académie royale des Pays-Bas, prix Raymond Castin de la Société française de microscopie, il est difficile de citer tous les prix que Graça Raposo a reçus. Scientifique de renommée internationale, elle ne sait plus exactement elle-même quel est son rang dans le classement des meilleurs scientifiques. En vérité, tous ces prix lui importent peu. Ce qui compte le plus pour Graça Raposo, c'est l'esprit d'équipe et la transmission. J'étais la première femme qui était dans ce classement et j'étais d'abord 4e et après j'étais 6e. Voilà, donc 2 années de suite, la meilleure scientifique en biochimie et biologie. Et j'étais la 11e femme scientifique en France. 11e scientifique en France et 4e et 6e en biochimie et biologie. Mondial. En France. En France, c'est 240e au niveau mondial. Vous étiez fière ? Oui, c'est vrai. J'étais surprise. J'étais d'abord très surprise de voir ce classement. Mais c'est une reconnaissance que je ne vois pas uniquement pour moi. C'est pour l'équipe, pour toute l'équipe qui est derrière moi. Ce n'est pas moi qui fais ma carrière. Ma carrière est faite par les personnes et les collègues qui m'entourent, par les jeunes chercheurs, par les étudiants, que ce soit des doctorants, des post-doctorants. On ne fait pas sa recherche toute seule, par nos ingénieurs qui sont formidables, vraiment d'avoir des ingénieurs qui sont des experts dans ma discipline et dans les technologies
de pointe que j'adore, qui est la microscopie, l'imagerie, la microscopie électronique. Hein. Ça vous passionne, Donc, ça me passionne et je suis tombée dedans. Et c'est vraiment la microscopie électronique qui m'a fait aller vers la recherche. C'est quand j'ai découvert qu'on pouvait regarder une cellule et qu'en regardant une cellule, on allait se poser plein de questions et qu'après, on pouvait utiliser plein d'autres techniques complémentaires pour aller répondre aux questions que la cellule elle-même me posait sous le microscope. C'est au début des années 80 que Graça Raposo a découvert la microscopie électronique. Elle avait 23 ans, elle avait une maîtrise de biochimie et commençait son DEA, son diplôme d'études approfondies. À l'époque pourtant, la microscopie électronique n'était pas du tout à la mode. Mais Graça Raposo a quand même choisi cette voie. Regarder une cellule, ça peut être, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Et puis nous pouvions combiner aussi avec des méthodes de marquage par immunofluorescence. Donc on faisait déjà les deux, des marquages par immunofluorescence où là on avait toute la cellule en couleurs, hein, des belles couleurs. C'était vraiment très artistique. Et puis après on avait le noir et blanc de la microscopie électronique, parce que la microscopie électronique c'est vraiment du noir et blanc. Et là, nous pouvions imaginer plein de choses et c'est là que j'ai découvert qu'en regardant une cellule, on pouvait ensuite se poser les questions, voilà, comment cette protéine, comment ce composant cellulaire, comment il se déplace dans la cellule, comment il va de la membrane de la cellule jusqu'à l'intérieur de la cellule. Et à l'époque, ça a été au moment où vraiment il y a eu un prix Nobel qui a été donné dans le domaine du trafic intracellulaire. C'est le prix Nobel de Brown et Goldstein en 1985. Donc là, c'était juste à la fin de mon DEA, au moment où je commençais ma thèse de doctorat. Et ce prix Nobel qui a été donné à Brown et Goldstein pour effectivement le récepteur des LDL, hein, pour son trafic intracellulaire, ça a été assez important, je pense, pour me donner l'enthousiasme de continuer dans cette voie du trafic intracellulaire et de regarder par microscopie électronique vraiment les voies et les organismes impliqués dans le trafic intracellulaire. Graça Raposo s'est d'abord intéressée au trafic intracellulaire. Mais aujourd'hui, ses travaux de recherche portent sur les vésicules extracellulaires. Les vésicules extracellulaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de petits sacs produits par la plupart de nos cellules qui circulent dans les fluides biologiques comme le sang, les urines ou encore dans le lait maternel, le mucus ou le liquide céphalorachidien. À l'époque, les vésicules extracellulaires étaient considérées comme un moyen pour les cellules d'évacuer leurs déchets. Pendant que Graça Raposo faisait son post-doc aux Pays-Bas, son directeur de recherche lui a posé une question. Pourquoi certaines molécules qui normalement devaient être dégradées dans les compartiments de digestion de la cellule ne l'étaient pas? C'est en cherchant à répondre à cette question que Graça Raposo a fait une découverte inattendue. C'est une des grandes satisfactions de sa carrière scientifique. On s'installe devant son ordinateur pour que je comprenne mieux l'organisation de la cellule et comment la cellule produit ces fameuses vésicules extracellulaires. Est-ce que c'est possible que je vois des vésicules ou pas extracellulaires ? Vous pouvez m'en montrer ? Parce que je me demande bien quand même la tête que ça a. Attendez, je reprends ça. Moi, je suis pas très organisée dans mes... Et vous avez toujours voulu faire de la recherche à partir du moment où vous êtes tombée dans la microscopie. C'était sûr que vous vouliez faire de la recherche. Je pense que ce qui est aussi très intéressant après dans le processus de recherche, c'est l'inattendu. Déjà, on a la possibilité d'être créatif. On crée. Mais il faut créer, mais il faut s'attendre à l'inattendu. On fait une hypothèse, mais là, il va falloir que je m'en sorte parce que c'était peut-être pas la bonne hypothèse. Donc, on va voir. Et du coup, on a ces résultats inattendus qui après, peuvent faire une carrière. Hein. Ouais.
c'est vrai que ces vésicules extracellulaires, c'est votre carrière. Ça nous a fait la carrière. En fait, ça, c'était le papier de 96. Justement, ça, c'est les vésicules. Et ça, c'est ce papier-là qui, je dirais, allez, c'est un des papiers qui a fait ma carrière. Quand nous avons montré que les lymphocytes B, justement, sécrétaient ces petites vésicules-là. Donc, c'est ça, là, ce que je vois là. Donc, ça, c'est une cellule. Là, c'est une cellule. Le lysosome. Donc, ça, c'est les endosomes. Ça, c'est un organite de dégradation. D'accord. Et donc, nous, ce que nous avons montré, c'est que les molécules du système immunitaire sont dans ces organites-là, mais que ces organites-là, au lieu d'aller vers la dégradation, c'est-à-dire vers le lysosome, ils peuvent fusionner avec la membrane plasmique. Il y a un processus de fusion. Donc la membrane plasmique, c'est la membrane de la cellule. La membrane de la cellule. Mais ça veut dire, là je reviens sur une chose parce que je n'avais pas compris, dans la cellule, le lysosome, donc cette partie-là de la cellule, c'est là où la cellule dégrade certaines choses, voilà, normalement. La cellule dégrade. En fait, maintenant on sait maintenant, c'était une question qui était posée aussi et qui se pose encore aujourd'hui, c'est comment ces organites-là, pourquoi tout d'un coup, ils peuvent aller fusionner avec la membrane plasmique alors que leur destin est d'aller fusionner avec le lysosome. Je comprends pourquoi on a longtemps pensé que c'était en fait des déchets, ces vésicules extracellulaires, parce qu'elles étaient vouées normalement à aller dans le lysosome, qui est la sorte de poubelle de la cellule. C'est ça, c'est la poubelle de la cellule. C'est ça. Et au lieu de suivre ce trajet et d'aller dans la poubelle de la cellule, ce que vous avez découvert dans les années 90 et qui a fait votre carrière, en tout cas le début de votre carrière, c'est que ça n'allait pas forcément dans cette poubelle qu'on appelle le lysosome, voilà, mais que ça pouvait être redirigé vers la membrane de la cellule et après être largué à l'extérieur de la cellule. Voilà. Et là, c'est les premières images que j'avais obtenues en microscopie électronique de ces vésicules une fois isolées. En fait, là, c'est ce que nous avions observé en microscopie électronique, c'est l'équivalent de ça, mais à une échelle très petite. Chaque vésicule ici, vous voyez, elle fait... Ici, elle fait entre 30 et 80 nanomètres. Ce sont comme des petits ballons. Voilà, c'est des tout petits ballons, des minuscules petits ballons. Donc là, vous découvrez, quand vous faites votre deuxième postdoc, qu'il y a des petits ballons, ces fameuses vésicules extracellulaires qui permettent de transporter certaines molécules. Transporter ces molécules qui, alors, du coup... À l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule. Et là, j'ai laissé la microscopie électronique et je me suis attaquée à la biochimie, même si j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, allez, tu vas quand même le faire. Je me suis rapprochée d'une équipe qui faisait de la biochimie, donc dans le même département. Et là, nous avons commencé à caractériser ces vésicules. Nous avons commencé à les isoler pour tester l'hypothèse. Est-ce que c'est des vésicules? Ces petits ballons sont effectivement un moyen pour la cellule de se débarrasser de ces molécules qui sont en excès, et même d'autres composants cellulaires, pourquoi pas? Parce que peut-être la cellule n'arrive pas à dégrader. Ou alors, est-ce que ces molécules auraient-elles une fonction? C'était une hypothèse, mais totalement ouverte. Alors là, totalement ouverte. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, Graça Raposo nous expliquera les fonctions de ces vésicules extracellulaires et quel pourrait être leur impact dans la lutte contre le cancer. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Louise-Charlotte Simone, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice Anne Brassac. Production Chloé Tavitian et Camille Juseau.